Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va vous présenter enfin, Pauline va vous présenter les bonnes pratiques de storytelling avec Power BI. Donc je me présente rapidement, Samantha, ingénieure d'affaires, chez BIP Consulting depuis septembre. Je suis en charge de plusieurs secteurs, notamment l'industrie, le BTP, banque, assurance, mutuelle, et cetera. Et voilà, je peux donc répondre à vos questions, même si vous êtes hors secteur. Pauline, si tu veux te présenter aussi rapidement. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Pauline Chaland et je suis consultante décisionnelle data analyst au sein de BIPP Consulting. Et c'est moi qui vais vous présenter les bonnes pratiques de storytelling avec Power BI aujourd'hui. Merci. Alors pour, vous expliquer le sommaire rapidement, donc en première partie, je vais vous présenter la société, avec, nos prestations également. Pauline, poursuivra avec les fondamentaux du storytelling, notamment avec les concepts de base et les différences entre reporting et storytelling. Elle poursuivra avec les bonnes pratiques de storytelling, notamment en montrant quelques fonctionnalités de Power BI et une démonstration. Et enfin, pour finir, on finira avec, des questions-réponses et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, on va dire au fil de la présentation et auxquelles on pourra répondre à la fin. Pour poursuivre, donc BIP Consulting, nous, sommes une société, spécialisée dans le conseil, heu data pardon et optimisation également. Nous avons été créés depuis 2009 pardon et nous existons depuis un peu plus de 15 ans. Nous sommes situés sur Lyon et Aix-en-Provence, notamment pour être au plus proche de nos clients, car on va dire qu'on intervient principalement sur la région, Quart Sud-Est, donc de Dijon jusqu'à la mer. Nous comptons un peu plus de 150 clients aujourd'hui, donc des clients ponctuels ou également, réguliers. Nous avons une trentaine de collaborateurs, collaboratrices présents sur Lyon et Aix-en-Provence et également 12 partenaires. Donc, nous avons différents partenaires auxquels nous sommes totalement indépendants. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons vous proposer un outil plutôt qu'un autre en fonction de votre contexte et votre projet. Pour poursuivre, comme dit auparavant, nous sommes vraiment spécialisés dans la data et nous avons 4 grands domaines d'expertise. Le premier, donc le data management, c'est vraiment la première phase, de la donnée avec, toute la partie extraction, transformation. Nous pouvons également, mettre en place un référentiel de données, un data catalogue, et cetera. Pour, poursuivre, nous arrivons sur la data visualisation, donc le sujet du jour. Une fois que la donnée est traitée, nous allons l'analyser, mettre en place des tableaux de bord, des indicateurs et cetera, notamment avec, Power BI. Pour poursuivre, nous avons, une partie pardon, optimisation du processus avec, 2 sous-parties, EPM, BPM. Donc l'EPM, dans ce domaine, nous travaillons vraiment à optimiser les processus budgétaires et financiers et également, donc on va dire c'est plus ciblé pour métier côté finance, mais ça peut être utile pour les métiers côté RH, notamment avec la simulation de la masse salariale et on peut également créer plusieurs scénarios pour optimiser les décisions. Ce qui distingue vraiment l'outil d'EPM de la data visualisation, c'est que dans l'EPM, il y a une notion de saisie de données. Et ensuite, concernant la partie BPM, donc le BPM, on va dire, c'est plus orienté métier en général. Nous utilisons des outils low code pour optimiser des processus simples. Par exemple, si vous avez un process d'achat avec plusieurs étapes de validation ou également un process de demande de congé avec plusieurs étapes. Et pour finir, enfin, la data science, nous réalisons pardon, des analyses prédictives pour anticiper différentes tendances du marché ou comportements clients, par exemple, avec des algorithmes, prévisions, etc. Ensuite,
on a fait le choix donc de faire un focus, sur les outils, Microsoft et également notre savoir-faire, vu comme on parle de Power BI aujourd'hui. BIP Consulting, on est partenaire intégrateur et revendeur, de l'offre Microsoft. Notre, positionnement est vraiment spécialisé dans la data, donc assez large et ce qui nous amène à promouvoir, différentes solutions, notamment Power BI, Microsoft Power Platform, donc ça, c'est plutôt la partie BPM avec, Power Apps et Power Automate. Également Microsoft Fabric, donc ça, c'est plus la partie data management dans tout ce qui est préparation de données et Microsoft Azure. Power BI aujourd'hui chez BIP Consulting, c'est des consultants formés expérimentés sur toute la suite Microsoft. Nous accompagnons également une cinquantaine de clients, donc dans le secteur d'industrie, par exemple Toray et Orapi, Caisse d'épargne, donc la CELDA, CME et Canal de Provence. Et pour finir, nous proposons également des formations qualifiantes, hem, certifiées Calliope, donc que vous pouvez intégrer dans votre, budget formation. Pour continuer et finir sur la présentation de BIP Consulting, nous proposons divers services, pour vous accompagner au mieux à différentes étapes, notamment de l'AMOA avec tout ce qui est formalisation des besoins, d'aide au choix de l'outil et cetera. Nous pouvons également vous accompagner sur la partie AMOE, donc là, c'est plus la partie conception-réalisation. Comme, dit juste avant, nous faisons des formations, donc sur site, à distance ou sous forme de coaching également. Donc le coaching, c'est plus de la co-réalisation avec vous, de divers, tâches et pour finir, nous avons une partie support, donc à distance, sous forme de ticketing, à votre convenance et toutes ces prestations sont possibles au forfait, en régie, temps plein ou temps partiel. Et Je vais maintenant donc oh pardon, vas-y, T'inquiète. je te Je vais je te donc laisse la prendre main. la main, sur la présentation, en commençant par vous présenter les fondamentaux du storytelling et comme précisé, par Samantha dans le sommaire, nous allons commencer par les concepts de base. On va tout d'abord voir qu'est-ce que ça signifie que le storytelling avec les données. Comme définition, pour nous, on considère que c'est aller au-delà des chiffres pour créer une histoire qui va venir capter l'attention. Ça va vraiment, consister à transformer des données brutes en une histoire claire et engageante afin de transmettre au mieux, des informations pour que, nos utilisateurs finaux et nos métiers, les retiennent et les trouvent percutantes. L'objectif du storytelling, ça va être de structurer nos données, pour présenter notre contexte, souligner, des points clés et offrir des insights qui vont permettre, à l'audience de comprendre rapidement et de prendre des décisions qui seront adaptées, à la situation, de l'entreprise. Et pour ce processus de storytelling, il va y avoir 3 étapes clés. La première, ça va être les données, donc les faits et les chiffres qui vont servir de base à notre histoire. On retrouvera en deuxième la visualisation, qui vont être des graphiques, des visuels qui vont être clairs et permettre de comprendre des tendances, les corrélations et des points d'action. Et enfin, on aura la narration, qui est donc un fil conducteur qui va relier nos données et nos visuels entre eux pour donner du sens, créer une logique, susciter de l'engagement. Et tout ça dans Power BI, ça implique l'utilisation d'interactions, de filtres, de pages structurées, d'annotations qui vont permettre de guider nos utilisateurs à travers les informations que l'on souhaite mettre en avant et créer ainsi une expérience qui va être fluide et interactive. Dans les concepts de base, on va aussi avoir, la notion de l'audience et donc en quoi cette audience est importante. Ça va nous permettre d'adapter principalement le niveau de détail et la structure, de notre application, de notre tableau de bord, en fonction des besoins des utilisateurs finaux.
Dans le storytelling, l'audience, elle a une importance qui est cruciale parce que les données que l'on va présenter et la manière dont on va présenter l'information, elles dépendent directement des besoins, du niveau de connaissance, des attentes des personnes qui vont venir consulter notre rapport, notre tableau de bord, notre application Power BI. Et donc, il va venir falloir adapter ce storytelling aux caractéristiques de nos utilisateurs métiers afin d'assurer que les informations que l'on va présenter, elles soient comprises, pertinentes et percutantes. Il va donc être essentiel de tenir compte de l'audience parce qu'on va venir adapter en premier notre niveau de détail. Une audience technique, elle va préférer, elle va mieux apprécier des détails qui sont précis, des analyses qui vont être complexes, tandis que un public de direction, il va préférer une vue d'ensemble avec des conclusions qui sont claires. Et donc, le fait d'adapter le niveau de détail va garantir que l'information, elle est ni trop simplifiée, ni trop dense. Ensuite, on va venir adapter nos choix de visualisation en fonction de cette audience. Certaines personnes, elles sont plus à l'aise avec des visualisations qui sont complexes, comme des diagrammes de dispersion, des matrices, alors que d'autres, elles vont être plus à l'aise avec des visualisations qui sont simples, comme des graphiques en barre ou en ligne. Et chaque audience permet de, en fonction de chaque audience, on va venir choisir des visuels qui sont adaptés, et ça de manière à maximiser la clarté de notre rapport, notre tableau de bord. Ensuite, on va venir identifier des points qui sont pertinents, des informations qu'on souhaite mettre en avant. En fonction du département qui va utiliser l'application, si par exemple on prend un département marketing, les personnes vont être davantage concernées par des comportements clients, alors qu'un département financier, il va plus s'intéresser aux marges et aux coûts. Et donc, connaître notre audience, ça va nous aider à prioriser l'information et savoir quelles informations on va faire apparaître sur nos tableaux de bord et applications. Enfin, on va venir structurer notre histoire en comprenant les attentes de notre audience. Il va donc être plus simple pour nous de structurer notre narration et donc de définir notre question ou notre problématique qui va permettre de répondre aux préoccupations métiers et ensuite de dérouler les données adaptées, les informations qui sont pertinentes et qui vont venir répondre à notre préoccupation et à notre problématique. Pour ça, on va quand même, dans tout ce qui est fondamentaux du storytelling, venir différencier 2 choses, pour Power BI qui sont le reporting et le storytelling. Cette différence, elle est, au niveau du storytelling où on va essayer d'utiliser les données pour susciter, de l'émotion et orienter les décisions. Donc on va avoir une différence qui est principalement dans l'attention, et la structure lorsqu'on va faire le développement de notre rapport Power BI, notre tableau de bord. Tout d'abord, l'objectif principal, du reporting, ça va être de fournir des données, des indicateurs pour informer, suivre une performance, sans forcément chercher à créer un fil narratif. On peut tout à fait présenter des informations simplement factuelles qui vont rendre compte d'une situation, telle qu'un état de vente mensuel, des dépenses, des taux de conversion. Et ça peut apparaître tout simplement sur notre application, mais on ne va pas le mettre en forme comme par exemple si on le fait avec du storytelling où on va essayer de raconter une histoire avec ces données et ces indicateurs. On va mettre en contexte, essayer de donner un sens, faire ressortir ces informations en répondant vraiment à la question et suscitant pardon, une prise de conscience, en guidant l'audience vers une conclusion ou une action. Ensuite, on va venir dans le reporting essayer de structurer plutôt sous forme de tableaux, de graphiques, de résumés chiffrés. Il ne va pas y avoir de grande mise en perspective, alors que dans le storytelling, on va essayer d'organiser avec un début, on retrouvera notre contexte, notre problématique, ensuite nos données,
avec l'analyse et en finissant par une conclusion et nos recommandations. C'est donc une narration qui est beaucoup moins linéaire et il y a une intention à essayer de faire prendre conscience et générer une interprétation sur nos données. Dans le reporting, l'approche, elle est plutôt neutre et objective. On va présenter les données de manière descriptive, sans jugement évident, ni lien entre les points de données. Alors que dans une application où on aura développé du storytelling, le ton il va être beaucoup plus engageant. On va avoir une approche qui va venir relier les données entre elles pour faire émerger un message, une logique entre nos données. Principalement, du coup, le reporting, ça va servir de référence, de document de suivi. Ça va permettre à l'audience et à nos utilisateurs finaux d'avoir les informations. C'est une application où généralement on retrouve des tableaux juste pour avoir nos informations, alors qu'une application où on aura développé et construit du storytelling autour de nos données, elle va venir capter l'attention parce qu'on va essayer d'orienter l'audience vers une prise de décision et donc ils vont beaucoup plus retenir les informations parce qu'on aura généré et suscité des émotions et donc il y aura un engagement plus fort à utiliser nos applications Power BI. Il faut tout de même savoir qu'il est possible de faire du storytelling dans un reporting. C'est vraiment lorsqu'on va créer notre application, qu'on va venir raconter notre histoire avec nos données, qu'on va venir développer tout ça, et c'est le fait qu'on crée une application qui est plus complète. Si je vous donne un exemple concret, dans une application type reporting, on va avoir des ventes. On peut remarquer avec nos données qu'elles ont baissé de 10%. Et si on prend cette même application et qu'on fait du storytelling, on va partir de cette baisse de 10% pour explorer des raisons. Est-ce qu'il y a eu une évolution des besoins clients parce qu'on aura les données sur nos clients et donc on va montrer les tendances et conclure en proposant des recommandations pour y remédier. Tout ça, au sein de BIPP, pour construire ce storytelling dans nos applications, on met en place des bonnes pratiques. On va retrouver l'importance de la narration et je vous présenterai aussi les fonctionnalités Power BI qu'on utilise pour structurer notre application autour de ce storytelling. On va tout d'abord commencer dans nos bonnes pratiques en venant structurer notre histoire pour maximiser l'impact de notre application sur nos utilisateurs métiers. Structurer l'histoire pour maximiser l'impact, ça consiste à organiser nos informations de manière claire et captivante afin de guider notre audience vers une compréhension et des réactions spécifiques. Une bonne structuration, elle va nous aider à éviter de noyer nos utilisateurs métiers et finaux dans trop de détails, dans trop d'informations et donc après, ils seront plus capables de retenir les bonnes informations et les points clés, ne seront pas suffisamment bien remontés. Donc pour pouvoir remonter ces points clés de manière claire, on va suivre, ces 3 étapes en commençant avec, le contexte et donc notre introduction où on va venir définir un cadre. C'est crucial de définir ce cadre lorsqu'on va débuter le développement de notre application, parce qu'on va poser le contexte, expliquer pourquoi l'histoire des données est importante. Ça peut inclure des informations de base sur la situation actuelle. L'application est dédiée au marketing ou à la finance et les problématiques rencontrées. Est-ce que c'est que sur l'achat, que sur nos fournisseurs? On va venir ensuite souligner notre problématique et la question que l'on souhaite résoudre grâce à cette application. Et donc, on vient identifier un défi, une question centrale qui va guider notre histoire, comme pourquoi est-ce que nos ventes elles ont diminué sur le marché X ou pourquoi quel produit a le meilleur potentiel de croissance. Ensuite, on va venir attirer dans cette phase d'introduction l'attention de l'audience
Et donc, le début, il doit capter tout de suite nos utilisateurs avec cette question, cette situation. Il faut que ce soit assez clair, qu'on comprenne où l'application elle va nous emmener et qu'est-ce qu'on va ressortir de nos données. Pour ça, on va du coup dérouler nos données lors du développement en commençant par présenter des données qui sont clés. Parce que nos données, si on ne les présente pas de manière progressive, on va perdre nos utilisateurs. Il faut donc s'assurer de la logique de navigation dans notre application. Il faut que ce soit fluide. Et ça peut donc être utile d'utiliser une organisation en étapes, avec chacune des étapes qui vont venir répondre à une partie de notre question. Ensuite, on construit donc notre progression narrative en introduisant nos données de manière à guider l'audience dans une découverte, en commençant avec une analyse qui est plus générale pour finir en approfondissant avec des détails qui sont spécifiques, des comparaisons et des évolutions dans le temps. On va venir donc utiliser pour cela des visuels qui sont adaptés et donc des graphiques, des cartes, des diagrammes qui doivent être le plus simple possible pour permettre de suivre l'histoire. Si on prend comme point clé une tendance, on choisira plus un graphique linéaire. Et si on prend comme point clé des comparaisons, on prendra plus un graphique en barre. Mais ça, on va y revenir plus tard. Et donc, enfin, dans notre développement, on illustre donc bien les causes et les effets. C'est souvent plus percutant de montrer les liens entre les causes et les résultats afin d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a un phénomène qui s'est produit. On terminera par une partie du coup qui est plus la conclusion et la clôture, où on synthétise nos informations, nos données, pour faire un résumé des principaux points abordés en rappelant les éléments les plus marquants. On viendra ensuite formuler des recommandations des actions. On peut proposer des actions qui sont claires à nos utilisateurs afin qu'ils puissent répondre à la problématique de base et donc proposer des recommandations, des choix en fonction des seuils de performance. Comment est-ce qu'on achète plus ou moins de produits si on prend un cas logistique supply chain. Et tout ça, ça va laisser une impression qui est durable pour les utilisateurs dans nos entreprises, pour qu'ils puissent mieux comprendre le poids des données et donc s'en servir de manière percutante avec des chiffres qui sont marquants et donc une projection qui est plus forte. Ça, c'est un exemple typique de structuration. Dans ce cas-là, on suppose qu'on veuille raconter une histoire autour de la baisse de vente d'un produit. On aura donc dans notre introduction pourquoi est-ce que depuis 3 trimestres, on observe une baisse continue des ventes de notre produit phare. On souhaite y remédier. Comment est-ce qu'on peut faire? On développe en présentant nos données sur les ventes passées, l'évolution des tendances. On vient analyser les facteurs spécifiques comme les changements dans le marché ou les actions des concurrents. Et ensuite, on conclut avec un résumé sur les causes identifiées, les actions qu'on va proposer, comme le fait d'intensifier une campagne ciblée dans une région X et Y, ou tester un nouveau produit pour répondre à une tendance, une chute, une baisse, une fluctuation quelconque. Et en structurant notre histoire ainsi, on capte l'attention dès le début. On peut emmener notre audience dans un parcours de découverte de l'application et d'utilisation de l'application qui est fluide, logique et qui montre la pertinence de nos données. Ça va accroître la confiance des utilisateurs à l'utilisation des applications Power BI. Dans la suite des bonnes pratiques de storytelling, on va venir, du coup, pour créer tout ce chemin de navigation, choisir des visualisations qui vont être adaptées. Pour faire le choix de ces visualisations, il faut rendre les données compréhensibles et attrayantes. On va venir comprendre le message que l'on souhaite transmettre.
avec notamment le fait que si on souhaite comparer des valeurs, montrer des tendances dans le temps ou illustrer une composition, on n'utilisera pas les mêmes visualisations dans Power BI. Si on compare des valeurs, on va plutôt prendre par exemple des valeurs entre des produits ou des parts de marché par région. On va plutôt utiliser un graphique en barre, en colonne. Ça va être plus efficace pour la compréhension. On peut voir rapidement grâce à ça les différences de taille ou de proportion entre les éléments. Si on veut montrer des tendances dans le temps, on va plutôt venir visualiser nos données avec des graphiques en courbe qui sont généralement plus adaptés parce qu'ils vont venir nous permettre de suivre notre variable et notre donnée ou notre produit sur une période et ainsi de détecter les augmentations, les baisses ou les fluctuations. Si on veut illustrer la composition d'un tout, et donc montrer une répartition d'un total en plusieurs parties, comme la part de chaque catégorie dans des ventes totales, on va utiliser des graphiques plutôt en secteur, et donc les fameux camemberts ou barres empilées. Il faut être vigilant sur ce type de visualisation parce que si on a trop de catégories, ça deviendra vite illisible. Et nous, on dit que c'est idéalement 3 à 5 catégories pour une visualisation qui est optimale. Si on continue sur le fait d'adapter notre visualisation au type de données, il faut donc savoir si nos données elles vont plutôt être géographiques, s'il va y avoir des corrélations ou des relations, ou si on souhaite montrer une distribution de données. Si les données elles viennent inclure des éléments géographiques, comme des ventes par région, on va plutôt choisir une carte et des cartes notamment choroplètes qui vont venir colorier les zones en fonction de l'intensité de la valeur et qui nous permettent ainsi de voir rapidement où se concentrent les ventes sur notre marché. Si on souhaite analyser la relation entre deux variables, comme le lien entre un revenu et des dépenses, on va venir plutôt choisir un graphique de dispersion. Ça va être très efficace parce que chaque point va représenter une paire de valeurs, ce qui aide à observer les regroupements qui peuvent se former et donc les corrélations. Et enfin, si on souhaite montrer des valeurs qui se répartissent dans un ensemble de données, comme distribution des notes des clients, on va venir choisir un histogramme, un diagramme en boîte à moustache, parce que c'est plus utile vu que les visualisations, elles permettent de voir les écarts, la médiane et les éventuelles valeurs extrêmes. Dans tout ça, lors de cette construction de nos visualisations et pour favoriser le storytelling, on va venir éviter la surcharge visuelle. Il faut apporter de la simplicité, limiter le nombre de couleurs et éviter l'accumulation. En effet, si on prend une visualisation qui est trop complexe, ça va venir distraire ou rendre la compréhension trop difficile pour nos utilisateurs métiers. Et donc, en tant que développeur, il faut s'assurer que le graphique il est aussi simple que possible pour transmettre au mieux le message souhaité sans ajouter de distraction inutile. On va venir pour ça limiter le nombre de couleurs avec des chartes graphiques qui sont définies et qui ne vont pas bouger dans le temps. Comme ça, on réserve certaines couleurs pour accentuer les points importants. Et enfin, on évite l'accumulation, notamment sur les répétitions de graphiques similaires. On ne met pas sur une même page d'application que des graphiques en barre ou que des graphiques linéaires parce que ça va venir causer une surcharge. Et donc, il faut s'assurer que chaque visualisation que l'on met sur notre application lors du développement, elle apporte une information qui est nouvelle, qui va venir être complémentaire à notre histoire et à notre narration. Pour ça, on vient utiliser des éléments de design pour guider notre audience et donc on va utiliser des tailles et des contrastes pour des hiérarchies visuelles comme des éléments qui vont être plus grands ou des couleurs qui vont être plus vives pour davantage attirer l'attention.
faut utiliser ces contrastes pour souligner des informations qui seraient plus importantes que d'autres, par exemple. On vient ajouter aussi des étiquettes, des annotations pour indiquer ou commenter des valeurs qui sont clés. Ça va aider à diriger et apporter une meilleure compréhension à notre audience sur des informations qui sont essentielles. Des pics d'achat, des pics de vente ou des quantités. Et ça, après, on va aussi le voir lors de la démonstration par la suite. Et finalement, on vient guider et mettre des lignes de référence sur nos graphiques. Sur un graphique qui a des axes, par exemple, on peut avoir totalement une ligne de référence, une ligne de seuil pour montrer un point de rentabilité, un objectif qui serait à répondre. Et ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est vraiment le fait que plus une application elle est simple, plus elle sera claire et plus les utilisateurs et les collaborateurs seront enclins à venir utiliser l'application parce que ce sera facile pour eux de la prendre en main. Ici, si on prend un exemple de choix de visualisation, on va vouloir suivre l'évolution des ventes d'un produit sur une période de 5 ans. Eh ben, on va venir choisir un graphique qui est linéaire parce qu'il sera plus approprié. Il va nous montrer clairement les fluctuations au fil du temps. On peut également comparer les ventes de deux produits sur la même période avec un graphique linéaire où on rajoute une courbe et ça nous permet de rendre visible une comparaison directe. Et donc, quand on veut choisir une bonne visualisation, il faut absolument comprendre le type de données que l'on met en avant, le message que l'on souhaite transmettre, et donc optimiser la clarté avec les métiers pour que cette application Power BI qui sera utilisée au quotidien soit la plus compréhensible possible. Et pour ça, on dispose de nombreuses options pour ajuster nos visualisations, pour qu'elles soient à la fois esthétiques et fonctionnelles. On vient donc sur les fonctionnalités Power BI que l'on peut utiliser pour le storytelling. Ces fonctionnalités, on va retrouver, alors ces fonctionnalités, tout d'abord, elles sont spécifiquement conçues pour renforcer ce storytelling et elles rendent les rapports interactifs et plus captivants. Ils nous permettent de guider nos utilisateurs dans une narration qui est structurée, de venir souligner des points clés et de rendre un rapport et un tableau de bord dynamique. On retrouve notamment, pour commencer, les signets. Les signets, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité qui va venir nous permettre de capturer un état particulier d'une page de rapport, y compris des filtres, des sélections et des paramètres de visualisation. On va venir s'en servir pour créer des séquences narratives en montrant différentes vues de données au fur et à mesure, comme par exemple, on peut créer un signet pour chaque étape d'une analyse. Un premier signet qui va venir montrer les ventes globales, un deuxième signet qui va afficher les ventes par région, un troisième qui va montrer les ventes par produit. Ils vont venir nous permettre de guider notre audience en focalisant leur attention sur des informations qui sont spécifiques. À ça, on va utiliser en complémentarité les boutons et navigation. Un bouton, ça peut être configuré pour naviguer justement entre des pages de notre tableau de bord de notre application et activer ou non certains signets, certaines vues qu'on aura figées au préalable. Ces boutons-là, ils vont nous permettre de créer une navigation qui va être intuitive et interactive. Dans le rapport, on peut avoir des boutons qui vont être suivants, précédents, pour avoir des informations qui sont complémentaires. Et donc, ça permet aux utilisateurs d'avancer dans notre application étape par étape. On peut également les configurer pour afficher des éléments supplémentaires comme des détails, des explications.
et ça va rendre notre rapport plus dynamique et personnalisable. Ensuite, on retrouve une autre fonctionnalité qui est plus, elle, sur les visualisations en elles-mêmes et moins sur l'interactivité et la navigation, c'est les infobulles. Les infobulles, elles vont venir nous permettre de personnaliser nos graphiques, nos visualisations, et donc d'afficher des pages de rapport qui auront été construites et qui sont masquées et réduites en passant le curseur sur un graphique. On va donc avoir une information complémentaire sur notre graphique qui va apparaître en passant notre souris par-dessus. Et donc, ça limite le nombre de visuels sur nos pages, vu qu'on l'a vu au préalable, il ne faut pas avoir un trop grand nombre de visuels sur nos pages de rapport. Ces infobulles, elles peuvent être utilisées pour afficher des informations qui sont contextuelles. On peut afficher des détails spécifiques sur un produit, tels que la marge de ce produit, les ventes, et ça permet à nos utilisateurs et à notre audience d'obtenir des informations sans quitter la vue principale où ils sont situés. Ils n'ont pas besoin de naviguer, ils peuvent déjà avoir des informations en plus. Et ça, c'est complémentaire avec le point numéro 4 qui est l'exploration détaillée. L'exploration détaillée, ça crée un lien vers une page où on aura créé plus de détails. Et donc ça regroupe avec la navigation qui sont les signets navigation et ça va nous renvoyer vers une visualisation qui est plus spécifique où on aura vraiment, en plus de l'infobulle, là vraiment un détail avec généralement une table ou un graphique en plus pour aller sur un produit spécifique, un fournisseur spécifique. Comment est-ce qu'on s'en sert dans le storytelling? On va venir, avec cette fonctionnalité, diriger notre utilisateur vers des détails qui sont du coup supplémentaires en fonction de leur sélection. Et donc, ils peuvent cliquer sur une région dans un graphique de vente et être redirigés vers une page dédiée à cette région, montrant ainsi les ventes d'un produit par segment d'une clientèle, d'un fournisseur. Ça crée donc une expérience qui est naturelle. Quand on est sur un graphique, on se dit ah bah là j'ai une fonctionnalité qui s'affiche, extraire des données, aller plus dans le détail. L'utilisateur il va de manière assez naturelle voir plus de détails. Il n'a pas besoin de se poser la question où est-ce que je les trouve, comment est-ce que je navigue sur mon application pour voir un peu plus d'informations. Ça peut être orienté et spécifié grâce à des annotations, qui est donc notre point 5, où on va venir mettre des commentaires qui vont venir guider nos utilisateurs avec des descriptions qui sont directement sur le rapport. Ça peut être des zones de texte, des formes, des images. Et on utilise ça pour ajouter du contexte à nos applications. Ça explique certains éléments visuels avec des boutons d'aide, des informations d'aide. Et c'est juste une petite note où des fois en un clic, ils peuvent avoir une information complémentaire, sachant que c'est toujours intéressant de limiter le nombre de clics. Et donc, si elle est déjà affichée, cette information, eh ben, c'est plus propice à l'utilisation et à la compréhension. Et finalement, tout ça, d'un point de vue de nos visualisations, on va venir apporter, c'est ce qu'on voyait au préalable, des mises en forme et venir choisir des hiérarchies de couleurs, des informations qui vont être plus mises en avant grâce à la mise en forme conditionnelle. Ça, la mise en forme conditionnelle, c'est plutôt que changer nos couleurs de manière manuelle. Ça va se changer de manière automatique parce qu'on aura défini des règles de gestion en fonction de seuils à ne pas dépasser, en fonction de règles de gestion de nos données, pour qu'on affiche par exemple nos ventes qui ont bien réussi en vert et nos ventes qui ont moins réussi et qui ont été inférieures à un objectif plutôt en rouge.
Et ça rend nos informations immédiatement visibles, beaucoup plus orientées à l'interprétation et à la prise de décision pour nos utilisateurs finaux. Voici typiquement un exemple de flux narratif avec l'utilisation de ces fonctionnalités Power BI. Si on imagine un rapport sur la performance des ventes, on va avoir typiquement une première page d'introduction où on reprend notre structure. On présente un graphique de vente qui est global avec des boutons de navigation pour aller, imaginons, vers les ventes par région. On a ensuite, du coup, cette page de vente par région où on utilise les fonctionnalités telles que les signets, les boutons pour afficher des ventes par produit ou par trimestre selon le choix de l'utilisateur. Ça peut nous renvoyer à une autre page qui est donc du coup une page où on a plus de détails et où on a été renvoyé grâce aux fonctionnalités exploration pour les détails vers des informations sur la région spécifique qui aura été sélectionnée, pour voir ses ventes en fonction de cette région et peut-être même encore plus dans le détail en fonction du fournisseur. Et tout ça mis en forme grâce aux annotations, aux couleurs qu'on aura choisi d'utiliser pour mettre en évidence les produits en difficulté ou les objectifs qui auront été atteints. Et toutes ces fonctionnalités, ça crée vraiment un parcours qui est engageant, interactif, et ça va transformer un rapport dit plus axé reporting en un rapport qui est vraiment plus un rapport storytelling avec du data storytelling où chaque page, chaque graphique, il apporte une nouvelle information et il contribue à notre histoire globale parce qu'on a un fil qui est narratif. On va venir voir tout ça sur une application de démonstration. Donc, si je vais sur mon application de démonstration, voilà, on arrive sur une application aujourd'hui qui montre des données liées à de la supply chain, précisément une partie achat. Et quand l'utilisateur arrive sur cette synthèse globale, tout de suite, il va pouvoir avoir un fil narratif qui va se construire de manière assez intuitive et naturelle. Donc, quand moi j'arrive en tant qu'utilisateur métier, je vois tout de suite que, par exemple, pour cette année 2021, mes dépenses, elles ont baissé de 20% et que mon prix d'achat, il est aussi plus faible que l'année précédente. Et ça, on le voit avec cette petite infobulle qui apparaît où en 2020, notre prix d'achat était de 149 €, presque 150, et aujourd'hui, plutôt 141 €. Après avoir cette information générale qui est donc un indicateur de performance, on peut se dire: «Bon et ben, quel a été notre volume d'achat sur cette année 2021?» Et on a notre graphique qui retrace notre volume d'achat. Tout de suite, ce qui peut sauter aux yeux, c'est cette fluctuation descendante entre le mois de mars et le mois d'avril, où on a une baisse quand même qui est divisée par 2 parce qu'on passe de 22 millions à 11 millions, et on se dit: «Ben, quand même cette baisse elle a été assez conséquente». Ben, c'est quand on reprend le contexte et les années, en mars et en avril, c'est pile la sortie du confinement. Et puis, aussi, en fait, on se rend compte que peut-être, le prix d'achat, d'un produit aura été, plus ou moins élevé, en fonction, du fournisseur qu'on va venir, sélectionner. Donc en fait, si par exemple, je veux avoir ici plus de détails et que je viens, sélectionner, un fournisseur. Donc celui-ci, je le connais. On voit que, en lien avec, cette baisse, on a en fait moins acheté en mai.
et que cette baisse, elle est reliée et elle est en conséquence de notre fluctuation sur nos mois avant. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, en mai, notre prix d'achat moyen par mois, il était très élevé comparé à nos autres mois. Donc, ben, c'était judicieux de la part des acheteurs ici d'acheter moins parce que ça aurait coûté trop cher. Tout de même, malgré cette baisse, si on continue sur la navigation de nos rapports, on voit que ben, on a fait des économies. On a quand même des fournisseurs qui ont réalisé beaucoup d'économies en juin. Mais quand on arrive sur ce graphique, on peut se dire, bon, bah, ce fournisseur, je ne le connais pas par cœur, je ne sais pas forcément à quoi ça correspond, j'aimerais avoir un peu plus de détails. J'ai l'infobulle qui va déjà m'en donner un peu plus, mais je peux aller dans une page de détails où je vais retrouver, par exemple, la gamme de produits, sa famille, sa sous-famille, sa désignation. Et on a même des informations complémentaires sur son prix d'achat. Si après avoir pris ces informations-là, j'ai suffisamment d'informations et je veux revenir sur ma page principale, je reviens sur ma page principale grâce à mon bouton de navigation. Et ensuite, je peux continuer ma navigation sur mon rapport. Si en fait, je veux avoir plus d'informations sur ce fournisseur que j'ai sélectionné, je peux aller voir la partie de mon rapport qui est en lien avec le fournisseur et donc retrouver plus d'informations comme les dépenses qui vont être liées ou encore les quantités. Et on peut comparer tout de suite, voir que les dépenses, elles suivent plus ou moins les tendances comparées à l'année 2020. Or, ben, on voit les mêmes fluctuations qu'on a vues auparavant ici pour le mois de mai, qui correspondent à notre sortie de confinement à cette époque-là. Et tout ça, je peux même continuer ma navigation en allant, en me disant bah, je veux plus d'informations sur mes articles. Donc ici, j'ai une vue générale sur mes articles. On voit notre vue article par nature. On peut aller par gamme de produits, par famille, par sous-famille. Et qu'est-ce qu'on voit grâce aux couleurs et ce qui est mis en avant et au bon choix des visualisations, bah, là, typiquement, c'est la famille des essuie-mains qui nous a coûté le plus cher. Parce que notre entreprise, à ce moment-là, s'est fait fournir un essuie-mains pour répondre aux besoins liés à cette crise et à cette pandémie. On peut retrouver sur d'autres graphiques les mêmes fonctionnalités qu'on a vues avant pour naviguer, où on peut venir extraire, aller sur des pages de détails, où on retrouve encore notre navigation avec des détails qui sont en plus spécifiques. On peut filtrer par mois, on peut même venir cliquer dessus et ça va adapter nos graphiques et ça va créer tout notre storytelling parce que tout est interactif. On a nos questions qui sont affichées, qui permettent une meilleure compréhension. On va avoir ici des informations complémentaires pour savoir, c'est des nouveaux articles, mais en fait, on sait ici, grâce à cette information, que c'est un article avec une date de création qui est inférieure à 30 jours. Et on peut même continuer notre navigation pour aller encore plus dans du détail, où on vient choisir là, au cas par cas, des notions métiers que on veut voir apparaître, comme le code fournisseur sur notre tableau en plus. Et donc on voit notre code fournisseur, on peut filtrer, là c'est la famille des gants qui avait été filtrée. Et donc si on prend un code article et qu'on vient, on se dit on filtre sur un seul code article, bon bah là on voit les différences entre nos fournisseurs. Ce fournisseur-là, on a beaucoup plus dépensé, celui-ci, on a beaucoup moins dépensé. Et donc l'utilisateur, il peut naviguer de manière claire, précise, l'information elle est percutante pour lui, il se pose pas de questions, il voit tout de suite l'information qu'il souhaite voir. Et ça, c'est le storytelling grâce à toutes les fonctionnalités qu'on retrouve dans Power BI. Aujourd'hui, Microsoft Power BI va même plus loin en proposant une nouvelle fonctionnalité
qui est d'inclure ces rapports-là dans nos présentations PowerPoint pour aller jusqu'au bout dans le storytelling. Donc, si je sors de ma présentation, aujourd'hui, j'ai mon application, je la retrouve, mais j'ai fait une simple capture d'écran. C'est pas interactif. Si on me demande des informations complémentaires, je vais pas avoir la possibilité de naviguer de manière assez fluide lorsque je fais ma présentation depuis mon PowerPoint, de montrer des informations plus précises. Pour ça, je vais avoir donc une page où je vais souhaiter insérer mon Power BI, mon application, mon tableau de bord dans ma présentation pour que ce soit plus interactif. Je peux donc reprendre le lien de mon application. Le lien de l'application, on peut même le retrouver ici. Quand je viens ici exporter mon application, je prends le lien pour PowerPoint et je peux venir copier mon lien ici et venir donc sélectionner ma fonctionnalité dans Insertion Power BI. Une fenêtre va apparaître et ici, je peux venir copier mon lien de mon application afin de faire apparaître mon tableau de bord. Ça charge parce que ça va venir vérifier que j'ai les accréditations pour visualiser mon application. Et donc après, je peux venir réajuster mon application et on voit que ça reste tout à fait interactif. Je peux venir effacer mon filtre, je peux venir sélectionner un fournisseur, un autre, naviguer entre mes pages d'application. J'ai des informations complémentaires sur, par exemple, la date de mise à jour de données. Donc, quand je présente, si on me demande les données, elles datent de quand? Ben, les données, on sait tout de suite quelle date de telle année, telle heure. On peut masquer ce bandeau s'il nous embête. Et on peut venir figer notre tableau de bord sous forme d'image. Pour utiliser toutes ces fonctionnalités, cette mise à jour, il y a quand même des notions à prendre en compte. Donc, si je reviens sur le fait de présenter, j'ai ici mon application. Les utilisateurs, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, et lorsque je vais la présenter avec mon PowerPoint, il va falloir qu'ils aient une autorisation de lire ce rapport, ajouté à la présentation. Et quand on va la partager avec d'autres personnes, il faut s'assurer qu'ils ont accès à cet environnement Power BI et qu'ils ont déjà la possibilité de la voir. Ensuite, on vient simplement utiliser, comme je vous ai montré, le partage avec PowerPoint et on peut partager avec des personnes de notre organisation. Ils vont avoir un accès automatique s'ils ont déjà la possibilité de voir cette application. Et enfin, Power BI donc, souhaite même mettre plus à jour les fonctionnalités en mettant la possibilité que quand on met une description ici de notre application, ça met à jour nos indicateurs. Donc si j'avais fait un paragraphe disant mes évolutions de dépenses ont baissé de 20%, le 20% pourrait s'ajuster avec le tableau de bord. Ça aujourd'hui c'est en pré-version. Il faut donc avoir une version premium des souscriptions aux fonctionnalités Microsoft. C'est pour ça que on vous le présente pas parce que c'est vraiment au cas par cas. C'est tout pour moi sur la présentation de ces fonctionnalités et de nos bonnes pratiques de storytelling avec Power BI. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois une question de Florent Gaillard. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour cette présentation. Vous parliez tout à l'heure lors de la présentation aussi des conclusions, recommandations. Oui. Est-ce que du coup là, dans ce que vous présentiez tout à l'heure, dans l'affichage prévision, vous utilisez derrière toute la time intelligence de Power BI ou c'est quelque chose qui est traité à part sur un support de présentation? Là, vous illustriez PowerPoint ou vous utilisez le Time Machine
de Power Alors, BI pour faire des projections, des recommandations? aujourd'hui, on a la possibilité de faire des projections avec les données et donc tout ce qui est time and intelligence. Ça, par contre, ça dépend de la qualité des données que vous allez avoir au sein de votre entreprise. Pour pouvoir faire des projections et utiliser cette time intelligence, il faut avoir une donnée qui est très qualitative et qui est bien nettoyée, parce que souvent la problématique qu'on va rencontrer dans ces cas-là, c'est le fait que les règles de gestion ou la donnée qu'on va présenter et qu'on va calculer pour cette partie prévision, elle n'est pas suffisamment complète et on n'a pas assez d'informations, notamment sur tout ce qui va être les dimensions qui vont graviter autour de nos faits. Mais ça, après, on peut tout à fait le rajouter et l'utiliser dans le storytelling. On rajoute une page de conclusion où on va venir calculer des nouveaux indicateurs en lien avec la prévision qu'on va vouloir afficher, et on peut mettre nos annotations pour faire une conclusion qui va être beaucoup plus adaptée du coup à la finalité et à notre problématique. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Je vois aussi, Pauline, une question dans le chat. Alors, peut-on revenir sur le tableau d'analyse avec la possibilité de sélectionner les colonnes affichées? Oui, tout à fait. Donc, si je reprends mon application ici, donc ça, c'est une analyse, c'est un tableau d'analyse dynamique où en fait, on va avoir la possibilité de choisir les colonnes que l'on souhaite afficher. Donc, je peux avoir toutes mes colonnes en lien avec l'article, et ça va me rajouter tous les détails que l'on souhaite sur l'article. Et on peut même, si je veux pour l'article simplement le code article, son année, son code fournisseur, et puis alors, hop, si je sélectionne ça. Et puis le libellé du code site. On va venir appuyer en faisant un contrôle-clic pour afficher les colonnes que l'on souhaite afficher. Ça se gère lorsque on développe le Power BI, où on vient faire des switches dans nos fonctions pour gérer la sélection. Pour pouvoir faire ce genre de tableau, c'est pareil que pour les conclusions et les prévisions. Il faut s'assurer que nos dimensions, elles communiquent bien entre elles. C'est-à-dire que des fois, on va avoir tendance à vouloir afficher toutes nos colonnes parce qu'on aura mis toutes les colonnes du Power BI et toutes nos données qu'on aura intégrées dans notre modèle. Mais en fait, par moment, on ne peut pas comparer des choux et des carottes. Donc, il faudra s'assurer, si on met en place des visualisations comme ceci, que nos utilisateurs métiers ils connaissent bien leurs données et que donc ils prennent bien simplement les données achats ou les données marketing et qu'ils ne vont pas venir tout mélanger. Est-ce que ça répond à la question? Oui, ça répond en partie à la question, mais si vous avez la possibilité d'expliquer brièvement comment ça se met en place dans le Power BI, ou après, si c'est pas l'ordre du jour, y a pas de souci. Alors ça, vous pouvez tout à fait revenir vers nous et on vous le montrera un peu plus en détail, parce que en plus le webinaire arrive à sa fin. Mais oui, on peut tout à fait vous montrer comment est-ce qu'on gère nos mesures et nos switches entre nos fonctions pour que ça navigue entre les tables. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bon, bah, on dirait que c'est tout bon. Écoutez, si jamais une question vous revient, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou directement par téléphone. Comme ça, on pourra vous aider et vous répondre. Merci, Pauline, pour cette présentation. Merci à Merci à vous, au tous. revoir. Au Bonne revoir, journée. bonne journée.